la seule façon sûre de s'assurer que je suis informé d'un enjeu prioritaire, c'est jamais juste de me glisser une note que peut-être je lirai, peut-être que je n'aurai pas le temps de lire. C'est d'assurer d'avoir un moment de briefage direct avec ma conseillère en sécurité et renseignement. Tacha, votre première réaction, est-ce que le premier ministre vous convainc dans son explication, dans sa défense aujourd'hui? Bien, il parle, il a été très bien briefé, comment dire. Il a lu ses notes cette fois-ci. Je pense qu'il a il a étoffé tout ce que le gouvernement a fait quand on lui a demandé c'était quoi le portrait de l'ingérence. Il parlait d'autres pays. Moi, non, convaincu, pas vraiment, dans le sens que je pense que j'entends l'autobus qui fait bip, 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 et il va écraser quelqu'un. C'est exactement ça. On a vu ça avec SNC-Lavalin aussi. C'est toujours la faute d'autrui. Et personne ne m'a vraiment montré ça du doigt, que c'était important. Je suis tellement occupée. Mais c'est vrai que le premier ministre est submergé d'informations, en quelque sorte. Mais... Il ne peut pas tout lire, tout savoir. Et on ne peut pas automatiquement, en envoyant un courriel au premier ministre, avoir, et là, je ne vais pas à sa défense, mais j'imagine que dans sa position, on ne peut pas imaginer qu'il a tout lu, tout vu, tout su. Pensez-vous pas que dans son caucus, quand il s'agit d'un membre de son caucus qui a eu une nomination, ces choses-là, on fait attention à des nominations. Quand on est chef de parti aussi, et pas seulement premier ministre, c'est important du point de vue électoral. Pensez-vous pas que ça n'aurait pas attiré son attention? Quand Dominique Leblanc aussi dit que, il n'y avait pas besoin de savoir c'était tel pays ou telle personne, lui, c'est pas le premier ministre. Lui, là, il devrait avoir le temps. C'est son seul devoir, c'est son seul dossier d'être le ministre de la Sécurité publique. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu savoir? Je trouve ça un peu riche, là, personnellement. OK, d'accord. Je vais entendre Aurélie et Rodolphe. Aurélie, tiens. Oui, il y a quelque chose d'un peu étrange dans le ton rassuré, pas tellement inquiet du premier ministre. On comprend qu'il ne veut pas avoir l'air alarmé non plus. La question se pose, comment ça se fait que personne n'a sollicité une demande en face-à-face pour qu'il soit mis au courant de ces événements-là? Parce que, sur le fond, maintenant que le public en prend connaissance, il me semble qu'il y avait matière à peut-être alerter le premier ministre pour qu'il se penche sur les mémos qu'il a reçus. Et je pense que Louis le mentionnait à l'instant aussi, il y a ce phénomène-là de l'information qui est restée dans les silos, puis qu'il n'y a personne qui a semblé vouloir tirer la sonnette d'alarme pour transmettre cette information-là et qu'elle soit traitée comme un sujet digne d'intérêt. Puis ça, je pense que c'est assez préoccupant, mais pas simplement de la part du premier ministre, mais de l'ensemble des acteurs qu'on entend ces jours-ci. Rodolphe. Non, mais c'est invraisemblable. Ça veut dire, ça veut dire le premier ministre, premièrement, il y a un sous-ministre qui s'appelle le greffier du conseil privé. Il y a un chef de cabinet, il y a plus de 300 personnes au bureau du premier ministre et il y a toute la fonction publique. Plus un ministre de la Sécurité publique a lui-même une équipe. Donc, normalement, ce qui se passe, quand nous, on était en tout cas au gouvernement, c'est que s'il y a un problème, le ministre de la Sécurité publique envoie une lettre au premier ministre, lui dit, fais attention à ça, copie au greffier. Le greffier demande d'avoir une rencontre. Il rencontre le greffier normalement une fois par semaine. Quand il y a des dossiers comme ça urgents, bien sûr qu'on a l'attention du premier ministre. Le premier ministre, bien, il ne peut pas juste dire non, si on m'envoie un mémo, mais bien sûr que ce n'est pas comme ça que la machine marche. Ce n'est pas le gouvernement, on envoie tous les mémos du gouvernement en CC au premier ministre. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne et qu'il ne lit pas tous ses courriels. Ouais. Mais écoutez, cette défense comme ça de dire non, il faut que je demande un briefing. Écoutez, imaginez si Stephen Harper avait donné ça comme défense en disant non, je ne lis pas tous mes mémos, le pays serait à feu et à sang. Mais lui, il joue à l'idiot en disant non, on ne m'a pas demandé un briefing. Vous savez, la responsabilité d'un ministre et d'un premier ministre, vous savez, c'est quoi d'un politicien? C'est de poser des questions. C'est ça, des briefings. Ça veut dire on pose des questions. Soit ils n'ont pas voulu poser des questions, c'est parce qu'ils ne voulaient pas savoir, ou sinon, c'est des incompétents. Mais dans les deux cas, on pose des questions, et c'est ça l'imputabilité ministérielle, et c'est ça l'imputabilité d'un premier ministre. Oui, il y a quelque chose de... Je ne suis pas aussi énervée par la situation, mais je trouve quand même que sur le fond, ça veut dire que les faits qui ont été présentés ont été jugés par tout le monde comme étant peu graves. Ça, j'avoue que c'est quand même assez hallucinant, puis on se demande où était fixée la barre. Mais c'est ce qu'on nous disait. On nous disait qu'il y avait très peu d'informations qui ont été transmises dans le temps à Justin Trudeau sur des cas d'ingérence étrangère parce qu'on ne jugeait pas à ce moment-là que c'était très inquiétant. Mais ça, c'est l'aveuglement volontaire. Oui. Exactement, c'est facile. Oui, c'est vrai, on va protéger le premier ministre de ça. Peut-être qu'il ne voulait pas savoir. C'est une des choses qu'on doit poser la question. Pourquoi vous n'avez pas posé ces questions? Aurélie a raison. Il y a manière de trouver l'information si vous le voulez, parce qu'il y a autant de monde qui
peut vous le donner. Mais si vous ne posez pas la question, c'est sûr, vous ne l'aurez pas. Et Hong Dong, ça a été confirmé, ça veut dire le premier ministre a été briefé par sa propre équipe, par son propre directeur de campagne, Jeremy Broadhouse, en disant il y a un cas en concernant des bus, etc. Vous savez, des bus d'étudiants, de Chinoises qui se rendaient dans cette circonscription pour voter durant la mise en candidature, là, pour qu'ils deviennent candidats, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Donc, on le sait, qu'est-ce qui s'est passé, on connaît la date et on sait ce que le gouvernement n'a pas fait, le premier ministre n'a pas fait. Rien. Ça veut dire qu'il y a une information, il a dit, c'est pas grave. Et vous savez, il y a eu des... Comment ça se fait que, comme ça, ces mémos-là, ils existent et oui, ils vont le premier ministre... Et on ne peut pas juste dire « j'ai pas lu le mémo » parce qu'il y a toute une machine derrière qui est là et c'est pas juste on demande un briefing ou quoi que ce soit. C'était au ministre aussi et au premier ministre de poser les bonnes questions puis on voit qu'il l'a pas fait. Sur le plan strictement politique, nous sommes en 2024, on est en avril 2024. On est en train d'enquêter. Il y a une commission d'enquête là-dessus. On verra ce que ça va donner exactement. Je ne sais pas jusqu'à quel point on va apprendre des choses. Mais est-ce que vous êtes d'avis que politiquement, Tasha, ce n'est plus défendable? Le gouvernement ne peut plus s'en sortir, sauf tenter d'amoindrir au maximum l'importance des enjeux d'ingérence étrangère? Oui, je pense que ce n'est pas défendable. Ils essayent de le défendre en discutant, en parlant du processus, comme M. Trudeau a fait, en disant c'est comme la faute des autres, personne ne m'a vraiment signalé, c'était important. On dit en anglais, le mot c'est deflection, et c'est la seule défense qu'ils ont. Mais ce n'est pas une défense, parce que s'ils voulaient savoir l'information, il aurait pu, comme on l'a dit. Je pense que le gouvernement, la grande question, c'est est-ce que le public va faire attention à ça? Je pense que ce n'est pas un accident que le gouvernement a sorti toutes ces annonces prébudgétaires pendant que cette commission siégeait. Pourquoi? Parce que le public n'a juste autant de temps à passer devant leur écran pour voir les nouvelles. Alors comme ça, regardez, ils annoncent quelque chose sur le logement, c'est fantastique. Oh oui, il a connu Han Dong, il a eu un briefing là-dessus. Qu'est-ce que vous allez retenir de ça? Non, mais stratégiquement, là, le PMO fait une belle job cette semaine. Sur le plan de la communication politique. Mais c'est une histoire quand même qui est complexe aussi, il faut le dire. On regarde les témoignages des premiers ministres devant une commission d'enquête historiquement. Là, on a le premier ministre Trudeau devant la commission Hogg. On a eu le premier ministre Trudeau également devant la commission Rouleau. Ça, c'était les camionneurs dans la rue, la loi sur les mesures d'urgence. Donc ça, c'était quand même assez simple à comprendre, je pense, pour l'ensemble du public. Monsieur Mulroney, c'est la commission Oliphant, mais il n'était plus premier ministre à ce moment-là, c'était en 2009. La commission Gomery, tout le monde s'en rappelle de la commission Gomery, le scandale des commandites, M. Chrétien et M. Martin. Et puis là, en 1873, on n'était pas là pour diffuser la commission là, sur le scandale du Pacifique avec Johnny MacDonald, mais c'était quand même très, très important à ce moment-là aussi. Est-ce que pour le gouvernement, est-ce que pour M. Trudeau, c'est un mauvais moment à passer de quelques heures, puis après ça, c'est terminé? Bien, je sais pas, mais... Où ça prend de l'ampleur pour vous? Bien, on verra, là. Visiblement, on va le savoir bientôt, mais je pense que c'est intéressant de tracer déjà un parallèle entre son attitude dans le cadre de la commission Rouleau et les conclusions qu'on a pu en tirer et probablement ce qui s'esquisse là, hein? Parce qu'on s'en souvient. Qu'est-ce qu'on a tiré comme conclusion de la commission Rouleau? Dans le rapport, ce que ça dit essentiellement, c'est que le gouvernement a fait encore là un peu d'aveuglement volontaire, a laissé dépérir une situation jusqu'au point où elle n'était plus gérable et il a fallu mettre en place la loi sur les mesures d'urgence. Est-ce qu'on va être face à une situation semblable là où le gouvernement a négligé l'information, n'a pas pris au sérieux une situation et ça a justifié l'avenir nous le dira? Je trouve qu'il y a des parallèles très clairs, une tendance, là, oui, à mon avis. C'est quand même très fondamental, l'ingérence étrangère dans le processus démocratique, sachant aujourd'hui l'intervention des Russes, l'intervention des Chinois, l'intervention des Russes dans l'élection américaine, notamment dans l'élection française. On ne peut pas rejeter ça du revers de la main. Ça prend de la transparence. Oui, ça prend de la transparence, ça prend qu'on arrête d'être naïf, ça prend que le gouvernement prend les choses très au sérieux et c'est ça que le seuil après qui va être déterminé, parce que le but de tout ça, c'est d'avoir une recommandation et qu'on sache c'est quoi le seuil pour informer les Canadiens, par exemple, quelle action les fonctionnaires prennent lorsqu'ils voient des tentatives d'ingérence. Et surtout, il faut qu'on arrive à en parler et faire toute la lumière, parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un an, quand tous les partis d'opposition poussaient pour une commission d'enquête, M. Trudeau aussi jouait la carte en disant « Ah, ben, c'est du racisme » ou des choses comme ça. Il ne faut pas l'oublier. Puis en fait, c'est le contraire. Pour voir nos émissions en entier,
Rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.